Bonjour à tous. Merci déjà Sylvain et Olivier pour vos gentils mots à notre égard, à l'égard de DDFIP. Bonjour à tous, moi je suis ravi d'être ici aujourd'hui, puis ravi de vous voir aussi nombreux ce matin. On aurait aimé que la salle soit encore un peu plus remplie, mais je trouve que c'est déjà très bien de vous avoir devant moi aujourd'hui pour cette réforme qui est une réforme quand même d'ampleur, réforme de la facturation électronique qui est pour moi au même niveau que la réforme du prélèvement à la source, réforme qui date maintenant un petit peu, mais qui avait été une réforme extrêmement structurante et extrêmement importante, notamment pour les entreprises, notamment les entreprises employeuses. La facturation électronique, c'est une réforme dans un autre sujet qui va être aussi là d'ampleur, vous le verrez. Je ne sais pas si ça vous parle, la facturation électronique en tant que telle maintenant. Vous avez peut-être en tête le fait qu'envoyer sa facture en PDF, c'est être dans la réforme de la facturation électronique. On verra que pas du tout. Vous verrez. Sur le format, effectivement, donc 45 minutes, 1 heure, le but, c'est pas de vous prendre trop de votre temps. Cela dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là même toute la matinée s'il le faut pour y répondre. Et puis ici, bon, évidemment, il y aura des questions-réponses à la fin, mais si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, n'hésitez pas. Hein. Le but, c'est que ce soit interactif aussi. Bon, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, réforme de la facturation électronique. Déjà, pourquoi on met en place cette réforme? On verra ce qu'elle contient, hein, mais pourquoi une réforme? Tout simplement, comme souvent maintenant, ça se place dans un contexte européen. On a une directive européenne, la directive VIDA, qui nous impose à l'horizon 2030, peut-être 2035, hein, on sait, toujours un petit peu de décalage de ces réformes, d'envoyer, pour tous les pays européens, qu'ils puissent envoyer leur facture au format électronique. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on laisse à chaque pays le soin de développer sa propre réforme de la facturation électronique, c'est-à-dire de développer ses propres canaux, et puis d'ici 2030-2035, que tous ces tuyaux se connectent, donc soient compatibles entre tous les pays européens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va faire de la livraison intracommunautaire avec n'importe quoi, la Slovaquie, eh bien, la facture passera là aussi par le format électronique que l'on verra. Et le but ensuite, à l'horizon 2035, c'est qu'on ait des officiers fiscaux européens, des agents supranationaux qui soient en capacité de mener des contrôles au niveau européen sur tout le flux de facturation pour éviter la fraude. Évidemment, vous avez peut-être tous entendu parler du carrousel de TVA. C'est une fraude qui est quand même assez importante. Et comme chaque pays n'a sa vision que sur son propre flux de facturation, c'est une fraude qu'on est difficilement en capacité de juguler aujourd'hui. Voilà le contexte déjà un petit peu européen. Et puis, nous, en France, on en tire aussi des bénéfices, évidemment. On va le voir juste après. Bénéfices sur la compétitivité de vos entreprises. Sincèrement, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Moi, j'ai rien à vous vendre ce matin, j'en suis vraiment convaincu. Un avantage aussi pour les contribuables que nous sommes. On parlait un peu de fraude au carrousel, mais aussi au niveau national, c'est moins de fraude. Tout ce qui est fausse facturation, etc., normalement, ça n'existera plus demain. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, en termes de compétitivité pour vous, la facture électronique, on le verra, comme elle sera envoyée par un flux électronique, vous n'aurez plus à la chercher dans vos mails, vous n'aurez plus à la chercher en papier, vous n'aurez plus à amener à votre expert comptable la boîte à chaussures pleine de tickets dedans. Tout se fera de manière électronique, et donc vous aurez une vraie traçabilité. Pour le stockage aussi, je pense qu'on utilise tous le cloud aujourd'hui, eh bien, ce sera juste simplement un fichier que vous mettrez dans votre cloud et ce sera archivé. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, il me semble important déjà de vous faire un petit point sur la structure globale de la réforme. Voilà, la réforme de la facturation électronique, on parlait de compétitivité. En une seule opération, c'est-à-dire plus ou moins quelques clics, vous pourrez envoyer votre facture à votre client, automatiquement, à la bonne adresse, puisque ce sera une adresse électronique. Vous imaginez une adresse mail comme aujourd'hui ça peut le faire pour les mails. Demain, ce sera une adresse facture électronique. La facture partira, vous serez certain que l'adresse sera bonne. C'est aussi alimenter automatiquement sa comptabilité, puisque la facture électronique étant un flux informatique, on le verra juste après, l'informatique arrive très facilement à l'imputer automatiquement en comptabilité. Donc ça, pas de souci. Et également, pour nous, administration fiscale, il y aura une transmission automatique de ce flux de facturation. Donc on saura combien de TVA il y avait sur votre facture, à quel taux, est-ce que c'est de la TVA à 10, à 20, à 5,5, et automatiquement, ça s'imputera dans nos fichiers. Aujourd'hui, vous remplissez votre CA3 à la main, peut-être, ou c'est peut-être votre expert comptable qui le fait. Demain, ce sera grandement automatisé. Je parlais du PASS au début. Aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être salariés ou ceux qui ont des revenus entre guillemets simples, votre déclaration d'impôt sur le revenu, elle est largement pré-remplie.
Demain, vous imaginez la même chose avec une CA3. Donc là aussi, gain d'efficacité pour vous. Donc les bénéfices, j'en parlais un petit peu, on va les voir en plus en détail. Pour moi, il y en a même un cinquième. Première chose, c'est une gestion quotidienne facilitée. Les factures étant échangées de manière électronique, comme des mails, vous n'avez plus à vous soucier de est-ce que ma facture elle est bien partie, si c'est par lettre ou par mail, est-ce qu'elle est arrivée à la bonne adresse, est-ce qu'elle a été ouverte ou pas, est-ce qu'elle a été rejetée ou pas. Tout ça, aujourd'hui, vous ne le savez pas vraiment. En tout cas, pour le savoir, ça vous demande du temps, il faut écrire, il faut... Voilà. Demain, ces factures, ce sera un petit peu comme WhatsApp ou Messenger. Vous envoyez le message, vous avez une petite barre marquée « Reçu », distribuée, une deuxième petite barre quand la facture a été ouverte, et puis vous imaginez une troisième petite barre si elle a été rejetée ou pas. Donc ça, en termes de suivi de vos factures, c'est super, vraiment. C'est aussi un gain de productivité parce que vos factures qui partiront dans ce flux informatique, elles seront contrôlées. C'est-à-dire que si votre facture, il manque le taux de TVA, s'il manque le total hors taxe, s'il manque c'est pas, une adresse, un sirène ou n'importe quoi, elle ne partira pas dans le flux informatique. Ça veut dire que toutes les factures que vous enverrez et que vous recevrez, elles seront forcément bonnes. Ça, en termes de suivi aussi pour vous, je trouve que c'est un gain. C'est pas vous, mais moi j'ai plein de cas où des chefs d'entreprise reçoivent des factures qui ne sont pas bonnes. Des fois même sur du papier à la main. Bon, ça, demain, ça n'existe plus. Et puis, on l'a dit, hein, les factures perdues. Combien il y en a? J'ai reçu ma facture papier, ou encore une fois sur un bout de papier, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Demain, vous avez comme une boîte mail, totale de vos factures, et si vous voulez retrouver une facture qui date il y a peut-être 1 an et demi par rapport à un sirène, ou vous aurez la recherche extrêmement facilitée, vous tapez le sirène de l'entreprise qui vous l'a envoyé, ou à qui vous l'avez envoyé, et vous retrouvez la facture à la bonne date. En termes de suivi, c'est super. Là aussi, pour votre expert comptable, c'est super. Plus de boîte à chaussures que vous lui emmenez pour qu'il l'intègre dans votre comptabilité, lui automatiquement il pourra aller chercher les factures et les intégrer dans votre compte. C'est aussi une concurrence plus juste, puisque vous le comprenez déjà un petit peu, c'est un moyen de lutte contre la fraude fiscale, hein, évidemment. Puisqu'une facture qui est envoyée, forcément elle existe, hein, ou en tout cas elle a une valeur. Donc plus de fausses facturations notamment. Oui, ça aura peut-être un coût pour les entreprises, en tout cas un coût d'entrée, mais je trouve, à titre personnel, et on pourra en reparler, que c'est un moyen de faire payer ceux qui trichent, plutôt que ceux qui sont les bons contribuables que nous sommes tous. Donc là, je trouve que c'est un vrai gain. Et puis une amélioration de la trésorerie et du pilotage comptable, puisque comme je vous l'ai dit, la facture, elle sera tracée, redatée, et puis vous saurez si elle a été ouverte, payée, etc. En termes de gestion de trésorerie et de gestion de votre recouvrement, là aussi, c'est un gain. Vous saurez quelle facture n'a pas été payée d'un seul coup d'œil, laquelle a été payée, laquelle arrive à échéance, etc. Donc là, plus grand respect des délais de paiement aussi. Et puis moi, j'en mettrai un cinquième gain, c'est le gain du pilotage des politiques publiques. Je ne sais pas si vous avez souvenir, pendant le Covid, on avait une politique un petit peu comme les bateaux, on tirait des bords, c'est-à-dire qu'on ouvrait tout, puis le lendemain, on se rendait compte que finalement, l'économie... ça n'allait pas tenir, donc on fermait, etc. Et on tirait à chaque fois des bords parce qu'on ne savait pas trop où on allait. En effet, le moyen de conduire des politiques publiques aujourd'hui, le moyen de connaître l'état de santé de l'économie, c'est avec vos déclarations de TVA. Sauf que les déclarations de TVA, vous les faites pour le mois M, en mois M+1, on fait toujours le mois d'après, et puis le temps que ça remonte dans nos fichiers et qu'on les agrège, on a l'info 2-3 mois après. C'est très difficile du coup de connaître de manière contemporaine l'état de l'économie. Demain, avec la facturation électronique, nous, le flux, il arrive quasiment à J+1. Hein, et donc, à une semaine près, on connaît l'état de notre économie. Donc, pour conduire des politiques publiques, pour moi, c'est un vrai gain. Voilà les 5 apports de la facture électronique. Gardez-le en tête par rapport aux développements qui vont suivre. Alors, on parle de facture électronique. Je vous en ai beaucoup parlé déjà, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Est-ce que pour vous, une facture électronique, c'est un PDF? J'en ai un petit peu parlé au début. Non? Bon, on est d'accord. Une facture électronique, c'est ni plus ni moins que des lignes de code. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, à droite. Ça ne l'est pas non plus pour moi qui suis plus près que vous. C'est vraiment que des lignes. C'est indéchiffrable. Il n'y a que les logiciels qui sont en capacité de les déchiffrer, puisque chaque ligne correspond à une information. La ligne 30, dans n'importe quelle facture, ce sera le total hors taxe. La ligne 150, ce sera le taux de TVA, dans n'importe quelle facture. Ça permet de formaliser tout ça. Donc, voilà, que ce soit très clair pour vous, la facture électronique, ce n'est pas un PDF qu'on adresse par mail. C'est vraiment un fichier informatique qui, par définition, est illisible. Ce que vous avez à droite. Et c'est un fichier qui doit absolument passer, non pas par mail,
non pas par SMS, non pas par WhatsApp, c'est un fichier qui doit passer par les canaux officiels qu'on appelle les plateformes de dématérialisation. Les plateformes agréées, on en parlera juste après. Donc, la facture, vous avez vu ce que c'est, hein, donc c'est ni plus ni moins que ça. Gardez-le bien en tête, ce n'est pas un PDF. Et ça permet donc à n'importe quel logiciel qui est en capacité de lire les lignes de code de retrouver les informations exactement où elles sont. Évidemment, vous, pour votre suivi, vous avez besoin d'un visualisable. Hein. Ce fichier-là, ça ne va pas vous convenir. Tous les logiciels, plateformes agréées, plateformes de dématérialisation que vous allez utiliser pour envoyer et recevoir vos factures demain, sont en capacité de vous fournir un visualisable. Elles vont mouliner ces lignes de code pour vous sortir une forme de PDF. Mais en tant que tel, le PDF, il n'a aucune valeur. C'est le fichier sous ce format-là, c'est le seul qui a une valeur juridique. C'est clair pour vous? C'est important hein, là, de bien avoir ça en tête. Ce n'est pas un PDF, je suis un peu redondant, mais vous pourrez transformer ce fichier en PDF, évidemment, pour vous, votre lecture. Et dans Chorus, on envoie des PDF. Dans Chorus, vous envoyez des PDF. Oui, demain, vous n'enverrez plus de PDF. Alors, pour Chorus, c'est un peu particulier. Chorus, pour ceux qui, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est la plateforme pour les entités publiques de facturation. Chorus va permettre encore que vous puissiez envoyer des PDF pendant quelques années, on estime 2028, et puis derrière, ce sera terminé. De toute façon, entre nous, je connais très peu d'entreprises qui n'ont que des marchés avec des entités publiques, et donc dès lors que vous êtes aussi avec des entreprises privées, vous aurez une plateforme agréée, une plateforme de dématérialisation, obligatoirement, et donc vous pourrez envoyer à Chorus des flux comme ça. Chorus acceptera les deux. Mais ce sera plus facile pour vous d'avoir qu'une seule plateforme agréée pour les entités publiques et privées. Voilà, c'est pas de PDF. Alors, on parlait des données structurées là, dans le fichier informatique. Au début, on en aura peut-être plus après, hein, mais au départ, il y aura 34 formats de données qui devront être incluses dans votre facture. Des formats, quand je dis des formats, c'est des données, des informations. Hein. Des formats qui sont déjà inclus aujourd'hui dans vos factures. Normalement, je l'espère, le numéro SIREN de l'émetteur de la facture, par exemple. Le numéro unique de la facture, la date d'émission, par exemple. On va en rajouter d'autres. On va rajouter le numéro SIREN du destinataire, qui n'était pas obligatoire aujourd'hui. On va rajouter la catégorie de l'opération. Est-ce que c'est une prestation de service? Est-ce que c'est une livraison de biens? Est-ce que c'est une opération mixte? C'est-à-dire les deux. Est-ce que j'ai fait option pour la TVA sur les débits? L'adresse de livraison du bien aussi. Ça, c'est pour le taux de TVA, notamment encore s'il y a des taux un peu particuliers. Enfin bref, votre facture devra comporter les 34 formats, sinon elle ne sera pas acceptée dans le canal de facture électronique. Et donc, en même temps, vous êtes certains, vous, en réception, que les factures que vous recevrez comporteront forcément tous les formats attendus, sinon elles ne vous seraient pas parvenues. Elles auraient été refusées à l'entrée. Ça veut dire aussi que, je pense au numéro unique de facture. Je sais que certaines entreprises, quand elles faisaient une erreur sur une facture, elles déchiraient la facture, elles la réémettaient. Elles disaient au client, déchire-la, puis je te réémets la bonne. Demain, ce sera plus possible. Hein. Le numéro unique qui est rentré dans le serveur informatique, vous ne pouvez pas lui dire efface-le, puis je te refais une avec le même numéro. Hein, c'est facture rectificative avec éventuellement un avoir. Là aussi, pour la comptabilité, ça va être structurant. Il va falloir faire les choses comme il faut. Voilà, pour les formats de données attendus. Les entités. Alors, là aussi, soyez très attentifs. Je vous parlais du fait que la facture électronique n'était pas un PDF. Là, c'est pour quelles entreprises sont concernées par la facturation électronique. C'est toutes les entités soumises à TVA. C'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes celles qui sont au régime normal de TVA, au régime simplifié, sont incluses. Mais ça veut aussi dire que celles qui sont en franchise en base de TVA, sont dans la réforme. Pourquoi? Parce qu'un franchisé, il ne facture pas de TVA en tant que tel. Article 293 du CGI, ce qui est en bas de sa facture. Mais en réalité, un franchisé, c'est un assujetti à TVA non redevable. C'est-à-dire que, normalement, il devrait être assujetti à TVA, vous êtes d'accord. Mais comme il est en dessous d'un certain seuil, on lui accorde de ne pas être redevable de cette TVA, c'est-à-dire de ne pas la facturer. Mais c'est un assujetti en tant que tel, hein, parce qu'il a la même activité économique qu'une autre entreprise à côté qui, elle, est assujettie. Donc, la réforme concerne l'ensemble des assujettis à TVA, c'est-à-dire ceux qui facturent réellement de la TVA, et aussi les franchisés. On peut le prendre à l'envers, qui n'est pas assujetti à TVA, les médecins notamment, c'est des activités non économiques, et puis, sous certaines conditions, les loueurs de biens immobiliers notamment,
le régime foncier, pas assujetti à TVA, et les LMNP, normalement, ne sont pas assujettis à TVA, sauf s'ils font du para-hôtelier, mais c'est très, très particulier. Tous les autres, c'est réforme électronique, enfin facture électronique. C'est clair pour vous? Oui? Un médecin qui perçoit des honoraires jusqu'à présent, il n'est pas facture. Oui, eh ben, il ne sera pas dans la réforme de la facturation électronique. C'est ce que je disais, un médecin, c'est une activité qui est non économique. Les honoraires sont hors taxe. Hein. Ils ne sont pas dans la réforme, les médecins. Sauf si on veut vraiment rentrer dans le détail des médecins, ceux qui ont de la prestation de service auprès de laboratoires. Là, c'est une activité économique, hein, prestation de service auprès d'un labo. Oui, là, ils sont à TVA sur juste cette frange-là. Donc, pour cette frange-là d'activité un peu particulière, oui, il faudra qu'ils soient dans la réforme. Donc, qu'ils prennent une plateforme, etc. Mais pour leur activité de médecine généraliste ou peu importe, médecine hospitalière, il n'y a pas de TVA. Ils sont hors champ, non assujettis. C'est pour ça que je les citais d'ailleurs. Mais voilà, globalement, tous ceux qui facturent de la TVA et les franchisés sont dans la réforme. Peu importe l'activité. Hein. Peu importe le mode d'exploitation, peu importe l'entreprise, si c'est une SAS, une SARL, une micro, peu importe. Tant qu'elle est assujettie à TVA, elle est dans la réforme. Pas plus compliqué que ça. Les entités publiques aussi. Je ne sais pas s'il y a des régisseurs ici dans la salle, mais les entités publiques seront aussi dans la réforme, dès lors qu'elles facturent de la TVA. Régie de remontée mécanique, par exemple. C'est clair pour vous? Ouais. Gardez bien en tête que les franchisés en base, d'ailleurs si vous avez des amis, des connaissances qui sont franchisés, qui vous disent moi je ne suis pas dans la réforme, n'hésitez pas à faire un petit peu de pédagogie et à lui dire que si, pour qu'ils prennent une plateforme. Et les associations? Associations aussi, dès lors qu'elles facturent de la TVA. Elles peuvent être soumises dès lors qu'elles sont soumises aux impôts commerciaux, oui. Ah voilà, si elles sont soumises... Si elle n'est pas dans le champ de la TVA, non. Par contre, si elle est dans le champ de la TVA, c'est-à-dire soumise aux impôts commerciaux, oui, là il faudra qu'elle soit dans la réforme. Parce que la franchise est plus haute. Alors je ne parle pas de franchise, hein. Soumise aux impôts commerciaux, c'est-à-dire que soit elle a une activité typiquement livraison de repas pour les nécessiteux, enfin ça c'est hors champ. Par contre une association qui fait de la location de voitures de course, on en a eu, là c'est de l'activité économique, c'est dans le champ, elle peut être en franchise, mais dès lors qu'elle est soumise aux impôts commerciaux, elle sera dans la réforme. Il faut bien différencier les deux. Mais oui, n'importe quelle, effectivement, association aussi, ça peut être surprenant. Mais... Est-ce que jusque-là c'est clair? Je vous bassine un peu, mais comme ça rentre. Facture électronique, c'est pas un PDF, et c'est une réforme qui concerne toutes les entités dès lors qu'elles sont assujetties à TVA, même les franchisés. Et la réforme, c'est pas simplement envoyer et recevoir une facture au format informatique comme on l'a vu avant. C'est en fait trois pans. Trois pans d'un même toit. C'est-à-dire que vous avez le premier pan dont on a beaucoup parlé, émettre et recevoir ces factures au format électronique. C'est ce qu'on appelle le e-invoicing, on l'a pas ici, désolé pour l'anglicisme. Mais c'est aussi deux autres obligations. La deuxième, c'est la transmission électronique des données de transaction. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, tout simplement, vous avez bien compris, l'État, il a besoin de savoir l'activité économique des entreprises. Or, une entreprise, elle ne travaille pas qu'en B2B. Je prends Auchan, par exemple, ou Leclerc, travaille aussi avec des particuliers. Or, si on fait que du e-invoicing, c'est-à-dire si on ne cherche, nous, administration, qu'à voir votre flux de facturation entre entreprises, ben, il nous manque tout le pan de ce que vous vendez avec les clients particuliers. Et pour intégrer cette vision-là, on va vous demander de transmettre votre ticket Z, tout simplement, à la journée. Alors, il ne ferait pas une remontée quotidienne, hein. Ce sera soit mensuel, soit bimensuel pour certains types d'entreprises. Mais grossièrement, on va vous demander chaque jour combien vous avez vendu de prestations, pour quel montant, à des clients qui sont non assujettis, des particuliers notamment. Ça, c'est le deuxième pan. C'est le e-reporting de transaction, ticket Z. Tous les jours, vous allez sortir votre ticket, vous allez mettre que vous avez vendu tel jour pour, je sais pas, 10 000 € de prestations auprès de non assujettis, et puis ça, vous allez le reporter sur le site de l'administration fiscale, comme une CA3. Ça pourra évidemment être fait automatiquement également. Les logiciels de caisse aujourd'hui commencent à être mis à jour pour que automatiquement la caisse envoie chez nous, au moment venu, le ticket Z de la journée. Et puis, il y a une troisième obligation, c'est les données de paiement, e-reporting de paiement. Je vous l'ai dit, le but pour l'administration fiscale, c'est de, in fine, pré-remplir vos CA3 avec la TVA collectée et la TVA déductible que vous aurez perçue. Or, je ne vais pas faire droit fiscal, mais pour ceux qui font de la prestation de service, la TVA, elle est due au paiement.
Elle n'est pas due au moment où vous faites la prestation ou au moment de la facture. Or, comme elle est due au moment du paiement, nous, si on veut pré-remplir votre CA3, le bon mois où vous avez perçu le paiement de cette facture, qui vous ouvre droit soit à la TVA déductible, soit au moment où vous devez rembourser cette TVA collectée, il faut qu'on sache à quelle date elle a été payée, votre facture. Donc pour ceux qui sont à la prestation de service, qui n'ont pas fait une option pour les débits, il faudra nous reporter à quelle date la facture a été payée. C'est 3 obligations. Donc une première obligation, émettre et recevoir ces factures au format électronique, pour tous les assujettis à TVA. Une deuxième obligation pour tous les assujettis à TVA, nous transmettre vos données de caisse, tout simplement. Toutes les opérations que vous transmettez avec des non-assujettis. Et puis troisièmement, pour ceux qui font de la prestation de service, qui n'ont pas opté pour les débits, nous transmettre à quelle date vos factures ont été payées. Ça fait beaucoup d'obligations en même temps. Néanmoins, les plateformes permettent déjà, puisque Collecto notamment a mis en place, une transmission automatique. C'est-à-dire que très simplement, sur votre plateforme agréée, vous allez avoir un module où vous pourrez connecter votre compte bancaire, votre banque, peu importe la banque d'ailleurs, et automatiquement, elle va aller chercher à quelle date a été payée telle facture, dès lors que le libellé est bon. Et donc, ça sera remonté automatiquement. Pour le reporting de transaction, dès que la caisse, votre logiciel de caisse en fin de journée, pouf, automatiquement, il remontera le ticket Z dans le reporting à l'administration fiscale. Et puis, pareil pour les données de facturation, ça sera fait automatiquement depuis votre logiciel. Oui. Par rapport au reporting, vous parlez de reporting de ceux qui ne sont pas assujettis au Oui. Oui. Quand on fait notre type de journée, Oui. je suis autant sur du B2B que du B2C. Moi. Ok. Du coup, sur le ticket Z, il va falloir scinder. Alors, peut-être que votre logiciel de caisse le proposera. Si vous passez tout par votre logiciel de caisse, en B2B, vous aurez peut-être juste à cocher une case. Il extournera entre guillemets votre ticket Z. Quand je dis ticket Z, c'est souvent le ticket Z, il n'y a que du B2C. Mais potentiellement, il l'inclura, bien sûr. Ça, il n'y a pas de sujet. On fait beaucoup de confiance au logiciel, évidemment. D'où l'importance de bien vérifier effectivement la compatibilité des logiciels que vous avez. Et éventuellement, pour certains, vous risquez de devoir effectivement investir. Donc il y a des choix à faire de logiciels et de plateformes. On parlera du coup un peu après. Voilà, donc gardez bien ça en tête, beaucoup d'informations importantes. Mais la réforme de la facture électronique, en fait, c'est 3 pans. 2 pans obligatoires, dès lors que vous faites du B2B et du B2C, et puis un pan optionnel, si vous êtes prestat de service et que vous n'avez pas opté pour les débits, c'est le reporting de paiement. Voilà, donc ça s'applique, bon, je passerai rapidement là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé, les 3 pans, ça s'applique à tout le monde, dès lors que, comme je vous l'ai dit, vous faites du B2B et du B2C, puis pour le troisième, dès lors que vous êtes en prestat de service et que vous n'avez pas opté pour les débits. Il y a quelques exceptions qui ne nous concernent pas vraiment, enfin je crois pas, c'est notamment les marchés stratégiques. Je ne sais pas s'il y a Dassault Aviation dans la salle, mais la vente de Rafale par exemple, ça passe pas par la facture électronique, notamment avec les sous-traitants français. On n'a pas envie de savoir ce qui se passe, c'est très secret et ça doit le rester. Sinon, ça s'applique à tout le monde, grossièrement. Alors un petit schéma pour reprendre un petit peu de manière un peu plus visuelle les obligations. On va démarrer par le centre. 2 entreprises françaises B2B, on estime qu'elles font il n'y a que du flux B2B. Elles sont soumises à quel pan de la réforme? Il peut y en avoir plusieurs. E-report. E-invoicing? Ouais. Est-ce qu'il y en a une autre obligation? Non. Exactement, ouais. Si la prestation de service sans option sur les débits, il faudra aussi qu'ils nous disent à quelle date la facture a été payée. E-reporting de paiement, deuxième obligation. Mais comme là, il n'y a pas de flux avec des consommateurs, il n'y a pas de B2C, il n'y a pas de e-reporting de transaction. Le flux entre les entreprises, nous, on en a connaissance. C'est tout ce qui nous importe. Si maintenant, on prend en bas, en B2C, c'est que du flux B2C. Ça n'existe pas vraiment, parce que normalement, on a toujours des fournisseurs. Mais B2C, quelle obligation? Oui. B2C, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Pardon, business to consumer. C'est quand les entreprises facturent des consommateurs particuliers, notamment ceux qui sont non assujettis, hors entreprise. Pardon, merci de me faire préciser. E-reporting, ouais, de quoi? De transaction ou de paiement? Les deux, ouais, potentiellement les deux, ouais.
E-reporting de transaction, pourquoi? Parce que, comme là, je ne peux pas envoyer de facture électronique, mon consommateur particulier ou mon non-assujetti ne peut pas recevoir par définition une facture électronique, il n'est pas dans la réforme. Donc l'administration fiscale, elle doit savoir pour quel montant j'ai vendu à cette personne. Donc, e-reporting de transaction. Et puis, potentiellement, si je suis encore une fois en prestat de service, etc., à quelle date j'ai perçu le paiement. Ensuite, ici, cette même entreprise française-là, qui fait de la vente, donc business to business, donc entreprise vers entreprise, avec une entreprise européenne ou internationale. Quelle obligation? E-reporting de transaction ou e-invoicing? E-invoicing? Ouais, mais alors le problème, si elle envoie sa facture électronique à mon entreprise française, elle est en capacité, elle a sa plateforme agréée. En face, est-ce que l'entreprise internationale ou européenne, elle a l'obligation d'avoir une plateforme agréée? Non. Pas avant 2030 minimum, et puis si c'est international, je ne sais pas, une entreprise mexicaine, peut-être jamais. Donc ma facture électronique que je vais envoyer dans la plateforme, elle arrivera nulle part. Donc comme je ne peux pas envoyer de facture électronique à cette entreprise, qui n'est pas soumise au droit français par définition, eh bien ce sera du reporting de transaction. Je traite cette entreprise comme si c'était un consommateur particulier, qui lui n'est pas en capacité de recevoir la facture. Oui. Quand on envoie une facture à un particulier, donc à la fois il faut le rentrer sur la plateforme, mais il faut l'envoyer en direct. Ce que vous appelez facture à un particulier, c'est pas une facture en tant que telle. Vous pourriez lui remettre un ticket de caisse, ce serait pareil. Oui, L'obligation de facturation, c'est que entre les entreprises. oui, mais on doit faire la double opération, à la fois la mise sur la plateforme de la Non, de la facture. si vous facturez un consommateur non assujetti, c'est ce que vous me dites, hein, c'est-à-dire un particulier tout simplement, vous ne pouvez pas lui envoyer de facture électronique. Non, mais d'accord, mais pour me faire payer, il va bien falloir qu'il soit au courant de quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Donc je lui envoie un PDF. Oui, ce que vous voulez. Vous pouvez même lui envoyer juste un mail, hein, lui disant vous me devez tant. Il n'y a aucune obligation en tant que telle pour un client particulier. Hein. Vous pouvez lui envoyer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans la réforme de la facture électronique, donc de toute façon vous ne pouvez pas passer par votre plateforme. Donc, ça, c'est à votre libre arbitre. Par contre, il faudra nous reporter, nous, pour quel montant vous l'avez facturé. Oui, facturé en quelque sorte. Sous quelle forme? Sous quel sur le site de l'administration fiscale. Le fameux ticket Z dont je parlais. Oui, mais quand on travaille avec un particulier, on n'a pas de ticket Z. Non, mais après c'est à vous de... Parce que vous c'est faites... une facture. Exactement. Ce que vous appelez facture, c'est pas... Ah, c'est une facture. Vous appelez ça facture, très bien. Mais en tant que tel, vous n'avez pas cette obligation de facturation. Ah. C'est une... Non. La facture, c'est que entre les entreprises, par définition. Typiquement un ticket de caisse. Ticket de caisse, vous l'appelez facture si vous voulez. Non, mais là, je parle vraiment de facture à un particulier. Donc on va... Parce que c'est dans vos habitudes. On refait intégralement son appartement, on a une facture. C'est une facture. Et c'est la facture qui va lui servir d'ailleurs potentiellement à déduire quelque chose. Vous l'appelez facture, mais vous pouvez très bien vous faire payer par message. Enfin, si vous voulez faire un bout de mail en mettant le total hors taxe avec le taux de TVA. Et vous pensez que le mail va suffire pour que lui, derrière... Ah, mais ça, après, ça, bien sûr, c'est un autre sujet. Mais légalement, vous le formalisez comme vous voulez. Vous l'appelez facture, mais une facture, ça peut être très bien un bout de papier A4 que vous faites à la main, comme une vraie facture, comme on peut l'entendre à travers d'un logiciel de facturation. Quand on se fait contrôler par l'URSSAF, Oui. ils nous demandent des factures, ils ne demandent pas un mail. Vous pourriez leur transmettre un mail que ça fonctionne. Dès lors que c'est bien retracé dans votre comptabilité. Tant que les informations, c'est le taux de TVA, le total hors taxe, et le total payé par le client, mais vous pouvez le formaliser comme vous voulez. Demain, par contre, la facturation électronique vous demandera de formaliser quelque chose de très particulier, un format informatique, etc. Aujourd'hui, comme les informations obligatoires, format obligatoire dans une facture que vous faites en B2B, entre entreprises. Vous devez mettre le sirène, le vôtre, hein, vous devez mettre total hors taxe, taux de TVA, etc. Mais ça, c'est entre entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, on peut continuer de l'appeler facture si vous voulez, mais là c'est pour que ce soit peut-être un peu plus clair, pour pas qu'on mélange la facture électronique avec une facture auprès d'un particulier. Toujours est-il que, tant que vous ne pouvez pas envoyer de facture électronique à une autre entreprise, il faudra simplement reporter sur le site de l'administration fiscale pour quel montant vous avez vendu auprès de non-assujettis. J'ai vendu pour 20 000 € hors taxe, pas Madame X par exemple, tel jour. Voilà, mais dès lors que vous ne pouvez pas envoyer de flux de facturation électronique, c'est du reporting de transaction. Et puis tout en haut, c'est une opération un peu particulière. Ces deux entreprises internationales ou européennes, on est aujourd'hui, en 2027, elles n'ont pas d'obligation au niveau européen de facturation électronique, elles réalisent une opération en France, réputée située en France, avec un taux de TVA français.
Est-ce que vous croyez qu'elles se facturent au format électronique, les deux entreprises? Non. Elles ne peuvent pas, on est d'accord, hein. Elles n'ont pas aucune obligation d'avoir une plateforme agréée. Donc, par définition, elles vont simplement nous reporter chez nous, en se créant un espace un peu temporaire, pour quel montant elles se sont échangées des prestations. Mais ça, c'est vraiment que pour les entreprises étrangères. Oui. Deux questions. Si je comprends bien, là, nous parlons de l'émetteur de la facture. Oui. Oui, de la personne qui reçoit la facture. La même chose. La personne qui reçoit la facture, si c'est une entreprise assujettie à TVA, elle doit être en capacité de la recevoir. Oui. Si elle n'est pas en capacité de la recevoir, c'est qu'elle n'est pas assujettie à TVA. Hein. Donc elle sera traitée comme un client particulier. Alors, je prends deux exemples. Oui. Une profession libérale paramédicale qui va recevoir une facture électronique pour matériel. Oui. Que doit faire cette profession libérale? Par exemple, l'infirmière, pas assujettie à TVA. Ouais. Ben, elle n'est pas assujettie à TVA. Sauf si elle fait encore une fois, elle travaille pour des labos ou des choses comme ça. Hein. Et deuxième cas, une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés mais qui n'a pas opté pour la TVA, Oui. reçoit une facture de travaux. Pareil. Ce que vous appelez facture, c'est pour ça. Enfin, on peut appeler ça facture, je suis d'accord avec vous. Moi, d'ailleurs, dans les discussions courantes, on appelle ça comme ça. Mais ce ne sera pas une facture électronique. Ce sera, ce que j'appelle ticket Z, c'est vrai que ça s'applique aux restaurateurs, parce que c'est un peu plus clair pour nous, c'est le ticket de CB, quoi, c'est le ticket... dès lors qu'elle n'est pas assujettie à TVA, donc ni l'infirmière ni la SCI, hors champ. Pas d'obligation de recevoir une facture électronique. Même pas possibilité, d'ailleurs qu'elle n'a pas opté. Et donc, c'est à l'entreprise émettrice, elle le saura, hein, que le récepteur n'est pas assujetti à TVA et donc n'est pas dans la réforme. Et donc, comme elle ne pourra pas lui envoyer une facture électronique, elle sera dans le reporting de transaction. Donc typiquement l'infirmière, profession libérale qui reçoit une machine, une machine d'échographie, je ne sais pas si ça match, l'entreprise qui vend dit « Ah ouais, non, mon infirmière à qui j'ai vendu la machine, elle n'est pas assujettie à TVA, je ne peux pas lui envoyer la facture électronique, donc je lui envoie une facture par mail, par exemple, comme ça peut se faire régulièrement, et en PDF, éventuellement. » Comment le lecteur de la facture est-il certain que la personne à qui il envoie la facture est assujettie à Alors on TVA? va le voir juste après, c'est qu'il y a un gros annuaire. Et deuxième question, Oui. On parle de sirène. Oui. Il y a des entrepreneurs qui ont le même sirène. Oui. Mais plusieurs pour établissements. l'ensemble de l'activité, Ouais. mais un sirène différent pour chaque activité. Bien sûr. Alors, première réponse. Comment on le saura? Comment l'émetteur que vous serez peut-être demain saura que mon client est assujetti ou pas? Parce qu'après tout, ce pas forcément des informations que vous avez aujourd'hui. Il y a un gros annuaire. Vous imaginez un gros bottin, qui est déjà en ligne d'ailleurs sur l'impôt.gouv. Et vos plateformes agréées iront le consulter automatiquement, qui répertoriera toutes les entreprises assujetties à TVA. Dès lors que votre entreprise cliente n'est pas dans l'annuaire, eh ben, elle n'est pas assujettie à TVA. Peut-être à tort, hein, attention, hein, mais ça c'est plus votre responsabilité. Dès lors que la plateforme vous a dit bah non, il n'y a personne dans l'annuaire, vous ne pouvez pas l'envoyer en format électronique, donc il faut passer par PDF en mail, vous avez fait le job. Deuxième réponse, c'est sur votre question sur le SIRET. Oui, pardon. La facturation se fera à la maille sirène. Mais évidemment que ça va poser des gros sujets. Je pense aux grosses entreprises qui, comme vous le disiez, ont plusieurs établissements répertoriés dans toute la France. Ça va être un vrai sujet. Et donc, pour ces entreprises-là, elles pourront créer, au travers d'une plateforme agréée qui, elle, répertoriera le sirène, des sous-adressages. Je dis n'importe quoi. Enfin, ça ne se présente pas comme ça informatiquement, mais si vous voulez, vous avez informatiquement une adresse pour le sirène, et puis un petit 1 comme une subdivision de compte en comptabilité pour chaque établissement. Charge à l'émetteur d'en être informé, hein, et de dire, ok, là je facture tel établissement, je sais que le récepteur en a plusieurs, il m'a dit que cet établissement que je devais facturer, c'est le petit 2 à la fin de l'adresse du sirène, j'envoie la facture sur la bonne. Si maintenant vous n'êtes pas informé de ça, la facture elle tombera dans le sirène global, vous aurez fait le job. La réforme elle concerne le sirène en lui-même. Après ça c'est la relation inter-entreprise, c'est entre vous. Et vous pourrez évidemment recevoir une facture par établissement. Qui fait l'inscription dans l'annuaire? Les plateformes. Dès lors que vous signez le contrat avec une plateforme agréée, pour rentrer dans la réforme, automatiquement vous êtes inscrit dans l'annuaire. Si c'est pas fait, c'est sa responsabilité, mais je pense pas que ça arrive. Vous pouvez le consulter, l'annuaire, il est public. Si vous voulez vous amuser là tout à l'heure, vous allez sur impôt.gouv, annuaire facturation électronique, et vous verrez les 600 000, alors il y en a peut-être un peu plus maintenant, 700 ou 800 000 entreprises qui sont déjà assujetties à la réforme, qui ont déjà pris une plateforme agréée. Vous pouvez le consulter vous-même.
Ça va, c'est les 3 pans de la réforme. Si c'est du B2B, si je peux envoyer une facture électronique, pas besoin de reporting de transaction. Et si je ne peux pas envoyer de facture électronique, eh bien c'est du reporting de transaction. Regardez ça en tête. C'est l'un ou l'autre. Alors ça, c'est la fréquence de saisie des données. Je passe très rapidement. Hein, ça va dépendre de votre régime de TVA. Excusez-moi de vous Oui. couper. Tous ces documents, on va les recevoir. Bien sûr, Merci. ils vous seront transmis. Oui, donc le dépôt des informations, ce sera en fonction de votre régime de TVA. Donc forcément, pour tout ce qui est franchise en base, par définition, un franchisé n'a pas l'habitude de faire des dépôts mensuels, notamment de TVA. Lui, on va lui autoriser le bimestriel, c'est-à-dire tous les 2 mois. Pour les autres, vous le voyez, hein, ceux qui sont au régime réel normal, ce sera par dizaines. Pour les autres, ce sera mensuel. Excusez-moi, ça Oui. c'est des opérations à faire sur le site des impôts ou c'est la plateforme qui s'en charge? Ça dépendra. Ça dépendra de la formule que vous aurez souscrite auprès de la plateforme. Ça pourra être fait évidemment automatiquement. Vous imaginez un peu comme votre expert comptable qui peut déposer automatiquement les CA3 de TVA pour que vous lui demandiez de le faire. Mais si pour ceux qui veulent le service absolument minimum de leur plateforme, c'est-à-dire pour payer le moins possible, et parfois même rien du tout, parce qu'il y a des offres freemium, ce sera sans doute à faire manuellement. Mais par définition, si vous êtes en freemium, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'opérations, et donc ce sera relativement rapide. Donc on ne pourra plus faire la déclaration tous les 3 mois de TVA. De TVA? Ah, si vous continuez de faire la déclaration tous les 3 mois, ça c'est pour le reporting. D'accord. Le reporting c'est une autre chose, mais qui dépend de votre régime de TVA, bien sûr. On ne parle pas de vos CA3 là. Hein. Transmission des données de transaction. Voilà. Si on a un client qui est, on est professionnel et qu'on Oui. va traiter avec une entreprise, un restaurateur, quelqu'un Oui. qui traite avec une caisse. Oui. On n'est pas un particulier, on est un Oui. professionnel. Ouais. Et on doit communiquer au moment de l'achat notre Alors. numéro sirène. On est un professionnel qui va transactionner avec un autre professionnel du coup. Ouais, mais qui ne fonctionne pas avec les factures. Un Euh, restaurateur par exemple. Je suis un professionnel, je vais manger dans un restaurant. Ah oui, ok, dans ce cadre-là. Ok. Par exemple. Alors là, vous êtes sur des notes. On peut avoir le même cas, peut-être encore un peu plus clair, avec les péages. Vous partez pour des raisons professionnelles, je sais pas, dans le sud, à Marseille, vous prenez le péage. Ouais, mais je suis pro, normalement c'est facture, il faut que je dise à l'AREA ou chez Vinci, je suis pas dans le sud. Hein, ouais, mais là, il faut que tu me factures en facture électronique. Oui, mais non. Ça, c'est même pas une règle de facture électronique, c'est une règle globale, fiscale. En dessous de 150 €, vous n'avez pas l'obligation de facturer. Plus de 150 €, si je vais par exemple à l'entrepôt du bricolage. Alors, justement, ouais. Alors, en dessous, hein, pour que ce soit très clair, en dessous, c'est note de frais. Tout simplement, vous prenez le ticket de caisse, vous payez avec votre CB Pro. Hein, Comme maintenant. comme maintenant, exactement. Pour plus de 150, il va falloir effectivement passer par une e-invoicing, c'est-à-dire une facture électronique. En caisse, on va devoir communiquer notre numéro sirène. Exactement. La personne nous enregistre. Exactement. Si on n'a pas de compte déjà. Exactement. Un restaurateur, comment il fait pour, par exemple, quand c'est le feu, c'est compliqué. Je comprends. Ouais, ben, De dire, je vais pouvoir t'enregistrer avec ton nom, ta dénomination sociale, ton adresse, ton numéro sirène, je ton comprends. numéro de TVA intracommunautaire, qu'on ne connaît pas forcément par cœur. Bien sûr, Surtout quand on doit partir en rendez-vous 5 minutes. bien sûr. Pas évident. Complètement. Alors effectivement, ça risque de poser quelques problèmes. Ça, c'est de la législation fiscale. Après, oui, quoi que ça peut arriver quand on est plusieurs au restaurant payé plus de 150 €. Effectivement, ça peut être un problème. Effectivement, il faudra prendre le temps auprès du restaurateur, bon, déjà de payer sa note hein, en avance dans la facture, et puis de lui donner effectivement quelques informations ou à minima au moins son sirène et puis son adresse mail peut-être. Le restaurateur, lui, doit avoir le logiciel qui doit pouvoir permettre de faire ça. Normalement, oui. Les logiciels de caisse, on en parlera après, hein, mais logiciels de caisse, logiciels de comptabilité, etc., sont tous réunis au sein au niveau parisien, au niveau Le national. logiciel de caisse doit avoir un peu une double fonction, aussi bien le e-invoicing pour transmettre la facture pour Oui. tous les clients qui paieraient pour plus de 150 €, ça change Oui. bien. Oui. Et les données de paiement. Normalement, il doit pouvoir le permettre. Il doit pouvoir le permettre. Après, s'il ne le permet pas, c'est toujours pareil, hein, service minimum, etc. J'imagine que sur des offres à très bas coût, peut-être qu'il n'y aura que le service minimum. C'est-à-dire, il faut sortir la feuille de papier. Et... On ne peut pas refuser un client qui peut payer pour ça. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est la même chose pour les hôtels. Vous partez dans un hôtel en note de, pro, de manière professionnelle. Si c'est en dessous de 150, pas de souci. Vous passez comme un particulier, puis vous récupérez votre facture, enfin voilà, le ticket. Si c'est au-dessus, c'est le même sujet que pour le restaurateur. C'est pareil. Après, l'autoroute, par contre, là où ça pourrait être beaucoup plus compliqué, hein, parce que l'autoroute, vous n'allez pas appuyer sur le bouton de communication avec l'opérateur. Là, normalement, en dessous de 150 €, quasiment chaque ticket, je ne connais pas de trajet qui coûte plus de 150 €. Voilà. Mais ouais, très bonne question, hein, sur les cas très pratiques comme ça, effectivement. Ça veut dire aussi qu'on ne fera plus de déclaration de SAF une fois que les reporting seront faits.
Et par Alors- l'URSSAF, ce sera plus. Alors l'URSSAF n'étant pas l'administration fiscale, je ne m'avancerai pas pour eux. Mais on peut imaginer, effectivement, là aussi, une déclaration pré-remplie. Sachant que nous, on pourra le faire au niveau TVA, notamment. Ça peut être le sujet, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est déclarer son chiffre d'affaires. Vous l'aurez, la fin. Tout à fait, tout à fait, Donc, tout à fait. Je ne veux pas m'avancer pour eux, comme on est vraiment deux structures totalement indépendantes. Hein. Mais oui, effectivement, je pense peut-être même que c'est dans les tuyaux. ils ne peuvent pas se plugger sur ce que vous aurez. Ah, tout à fait, ah, bien sûr, si, bien sûr. Déjà aujourd'hui, les logiciels sont largement partagés. D'ailleurs, la fuite FICOBA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la CAF, CAF ou URSSAF. C'est pas nous. Je le dis. Donc le circuit de transmission, hein, on parle des factures électroniques, des plateformes agréées, etc. On va voir de manière un peu plus concrète comment ça se passe. Alors, c'est un schéma un peu en Y, hein, ça ressemble plus ou moins à un Y. Vous avez là, les gros atomes bleu foncé, les plateformes agréées, ces fameuses plateformes qui sont chargées, c'est les seules connectées au réseau. Vous imaginez comme en plomberie, hein, des réseaux, des gros tuyaux. C'est ces seules plateformes agréées, puisqu'elles sont agréées, qui ont accès au réseau de facturation, au réseau public. Aucune autre structure ne voit passer les factures dans ces logiciels. C'est les seuls. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fournisseur, il va envoyer sa facture à une plateforme agréée. Cette plateforme agréée, elle va consulter l'annuaire. Elle va voir que l'acheteur, monsieur X, qui a sujet à TVA, etc., hein, pas de sujet là-dessus, il est chez une plateforme tierce. Mais la plateforme d'envoi, elle sait à quelle adresse envoyer la facture. Donc pouf, la facture, elle part directement à l'acheteur. Et l'acheteur récupère sa facture sur la plateforme de réception, normalement, hein, de manière assez classique. Et en même temps, la plateforme d'émission, elle va renvoyer cette facture, elle va en faire un double, une copie, hein, dans le concentrateur de données, et donc vers l'administration fiscale, pour qu'on en ait connaissance. Mais ce n'est pas votre job. Vous avez simplement appuyé sur un bouton et la facture, elle part automatiquement. Ici, on est dans un schéma avec deux plateformes. Et on peut très bien imaginer que le fournisseur et l'acheteur aient la même plateforme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. À ce moment-là, vous n'avez même pas de flux. La facture, elle part nulle part, elle va sur la plateforme, et puis la plateforme, elle met à disposition de l'acheteur. On peut imaginer aussi un fournisseur qui a plusieurs plateformes d'émission. Parce que pour les grosses entreprises, ils préfèrent être redondants au cas où il y ait un sujet informatique. Donc on peut imaginer un fournisseur qui a deux plateformes. Les deux plateformes, elles envoient la même facture au même endroit. Évidemment, la facture, elle s'incorpore, hein, ça ne fait pas deux factures différentes, hein. Attention, c'est bien la même. A l'inverse, on peut imaginer aussi un acheteur qui a plusieurs plateformes. La même chose. Les trois plateformes reçoivent la même facture, mais ça s'agrège. Pas de sujet. Et voilà. Les seuls qui ont connaissance de l'ensemble des flux de facturation, c'est l'administration fiscale. Sinon, les plateformes, elles ont connaissance que du flux qui traverse par leur serveur. De même, c'est elles qui vont chercher l'annuaire des entreprises, qui vont regarder à quelle adresse envoyer votre facture, dès lors que votre sirène est bon, hein, vous avez rentré le bon sirène, et c'est elles aussi qui vont mettre à jour l'annuaire. C'est-à-dire que si vous changez de plateforme, ça peut arriver, hein, automatiquement, la plateforme que vous quittez, elle doit dire à l'annuaire, et moi je m'en vais, enfin mon client s'en va, et puis la plateforme chez qui vous allez doit là aussi impacter l'annuaire en disant, cette entreprise, elle vient chez moi. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de rupture de service, et que les factures qui vous sont envoyées dans ce délai, elles arrivent bien à la bonne plateforme. Pour vous, ça doit être très transparent. Il faut imaginer un petit peu comme ce qui peut se passer chez Free ou Orange quand vous changez d'opérateur mobile. Vous rentrez le numéro RIO, là, et puis automatiquement, ça se fait de manière très transparente. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est clair pour le schéma? Ça va, ça vous paraît En cas de rejet de facture? Oui, alors en cas de rejet, c'est très simple. La facture que l'acheteur va réceptionner, il peut très bien la rejeter, effectivement, c'est son droit. Et à ce moment-là, les flux de données, c'est juste de la donnée, hein, de renvoyer, ça passe par les plateformes aussi. Moi, je parlais en cas de rejet de l'administration fiscale. Ah, nous, on ne rejette pas vos factures. On n'a pas l'autorisation de rejeter vos factures, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. S'il n'est pas conforme, c'est-à-dire s'il ne comporte pas les 34 données de facture, elle ne rentrera pas dans le tuyau. Il faut qu'elle soit conforme, puis passer dessus. Exactement. Sinon, votre plateforme agréée, c'est sa responsabilité, elle vous la rejettera. D'accord, j'avais entendu parler qu'on serait facturé 15 € à chaque facture. Non. Ça dépendra, après c'est l'offre commerciale, on en parlera encore une fois un peu après. Ouais. Nous, non, on ne vous sanctionnera pas pour facture non conforme, elle passera juste pas le flux, enfin elle ne passera pas dans les tuyaux. Ça sera rejeté au départ. Je ne pense pas que les plateformes vous facturent pour des factures non conformes. Après ça c'est l'offre commerciale. Mais nous on n'intervient pas du tout là-dedans. Les plateformes peuvent donc proposer
d'accepter ou de refuser une facture qu'on reçoit. Alors, non. Quand vous êtes en réception, Oui. la plateforme, elle doit vous laisser le choix. C'est vous qui... Elle ne peut pas accepter ou refuser une facture à votre place. Elle nous propose Voilà. d'accepter ou de refuser Exactement. une facture qu'on reçoit. Exactement. On n'a pas l'obligation de cocher. Non. Quelqu'un qui n'est pas forcément très appétent pour travailler sur son site internet de la plateforme, il ne va pas forcément tous les jours Bien sûr. sur la facture, la télécharge pour se moquer des comptables et quoi. Bien sûr. Je suis une entreprise qui fait de la vente. Oui. Je suis en opération TVA sur les devises. Je vends pour 1 000 € hors taxe avec 20% de TVA, 1 200 € TTC à un client professionnel. J'envoie ma facture e-invoicing. Le client professionnel reçoit la facture. Moi, comme c'est des opérations sur les débits, je transmets cette information-là, moi, en tant qu'entreprise vendeuse, à l'administration fiscale en disant aujourd'hui, je fais la vente, aujourd'hui, je vous dois 200 € à l'administration fiscale. Oui. Le client refuse la facture. Oui. Vous venez de dire les données du refus Oui. repassent dans le circuit informatique. Oui. Est-ce que l'administration fiscale Non. va me dire il y a un refus, tu ne dois pas être redevable des 200 € ou j'en ai rien à faire du refus, tu es quand même redevable des 200 €. Non, on n'aura pas l'information. La seule... Alors, cette information, elle revient juste vers celui qui a fourni la facture. Oui. La seule Et chose pour autant, on reste quand même redevable de la TVA. Un peu comme aujourd'hui. Pour le coup, ça ne change pas vos relations qui sont les mêmes aujourd'hui. Vous envoyez une facture par PDF, par mail. Ouais. Pour vous, elle est bonne, pas de souci. Vous la déclarez dans votre CA3 pour peu que vous arriviez presque au moment de la déclare. Et puis derrière, je ne sais pas, un mois après, parce qu'il a 60 jours pour payer, lui, il ouvre ses factures à 45 jours après les avoir reçues, et vous dit, bah non, là, je les rejette. C'est exactement le schéma que vous pouvez connaître. Quel est l'intérêt de cette fonctionnalité de faire un achat, une acceptation ou un refus de la facture? C'est pour éviter éventuellement de passer par mail, comme ça peut être le cas aujourd'hui. C'est une petite fonctionnalité en plus. Vous pouvez ne pas y voir d'intérêt, je peux le comprendre. Maintenant, c'est peut-être toujours intéressant de vous dire, ok, cette facture-là, elle a été rejetée, il ne faut pas que j'attende le paiement tout de suite. Par exemple. C'est quelque chose c'est pour de la transparence en fait, comme le fait de savoir qu'elle a été distribuée ou qu'elle a été ouverte ou acceptée. Après ça, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Mais par rapport à aujourd'hui ou par mail, vous ne savez jamais si ça a été distribué ou pas. Je trouve que cette fonctionnalité en plus, c'est toujours bon à prendre. Mais nous, ça ne transite pas chez nous. La seule chose qui transite, d'ailleurs en sens descendant vers chez nous, c'est la facture en elle-même. C'est le format informatique. Les flux de est-ce que ça a été distribué, ouvert, rejeté, c'est simplement entre les plateformes entre elles. Ça va pour le schéma? C'est un peu plus clair pour vous? Ouais. Alors le fameux annuaire, voilà, que vous avez là, si vous voulez avec le QR code y accéder, c'est vraiment, vous imaginez le bottin. Pas plus compliqué que ça. Toutes les entreprises qui ont une plateforme agréée, qui doivent en avoir une, sont répertoriées dans l'annuaire. Alors au départ, là pour l'instant, c'est que celles qui ont une plateforme, mais à terme, elles seront toutes intégrées. Et ça permet déjà de savoir si l'entreprise que je vais facturer a bien pris une plateforme, parce que vous pourrez très bien avoir à terme une entreprise qui est inclue dans l'annuaire et puis il n'y a pas de plateforme à côté. Là, c'est pas votre problème. Hein. Vous n'êtes pas responsable des manquements de l'entreprise cliente. Vous ne pourrez pas lui envoyer de facture électronique. Et vous serez pas. Enfin, il faudra quand même la déposer sur votre plateforme, mais la plateforme elle pourra l'envoyer à personne. Ça, c'est pas votre problème. Et puis également, vous aurez son adresse électronique de facturation. Et donc, c'est ce que je disais, l'adresse électronique de facturation qui est rattachée à un sirène, mais l'entreprise pourra toujours en créer une subdivision pour chacun de ses établissements. Là aussi, plateforme agréée, alors c'est une volonté nationale, c'est de ce qu'ils appellent le opt-in. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire souscrire à une plateforme agréée, notamment aux experts comptables, aux banques, peu importe, sans votre accord formel. Hein, c'est pas comme sur Internet, là, les cookies, où j'appuie sur un bouton puis j'ai accepté les cookies. Là, c'est absolument pas le cas. Vous pouvez souscrire à une plateforme que si vous avez rempli, alors ça c'est un modèle, hein, mais un papier qui reprend à peu près toutes ces informations-là que vous aurez signé de votre main. Là aussi, j'insiste, je ne vends aucune plateforme en particulier, hein, et au contraire, vous êtes libre de choisir n'importe quelle plateforme. Votre expert comptable qui vous dirait demain « Ah non, mais il faut que tu prennes cette plateforme-là, Collecto, par exemple du Crédit Agricole, parce que moi je bosse avec et c'est super, et on a des bons tarifs, etc. » Si vous voulez en prendre une autre à côté, c'est vous qui êtes libre de vos choix. Toutes les plateformes sont compatibles entre elles. Alors, plus ou moins. Évidemment, votre comptable qui a un logiciel particulier, le logiciel en question sera peut-être plus compatible avec la plateforme qui est liée à ce logiciel. Néanmoins, vous prenez notre plateforme, elle sera tout autant compatible. Simplement, il faudra peut-être lui envoyer tous les mois votre détail de facturation, c'est-à-dire un fichier qui regroupe toutes les factures reçues dans le même mois, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, toutes les plateformes sont
conformes, sont compatibles, etc. Et on ne peut pas vous forcer à choisir une plateforme plutôt qu'une autre. Donc si vous n'avez pas rempli ce papier-là, ou ce qui ressemble à ce papier-là, vous ne pouvez pas être assujetti à une plateforme. Dans ce cas-là, vous soyez vigilants, parce que sur le terrain, on sait qu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont signé des papiers comme cela sans forcément savoir à quoi ça correspond. On peut aussi, on vous alerte sur des arnaques qu'il peut y avoir. Donc soyez très très vigilants. De même, soyez bien informés qu'on ne peut pas vous retenir sur une plateforme. On ne peut pas vous dire, ah bah non, tu ne peux pas changer de plateforme parce que moi je ne l'autorise pas, ou pour X ou Y raison, ou si tu changes de plateforme, tes factures, nous on ne les fait plus parvenir chez l'autre. C'est interdit. Simplement, c'est comme, imaginez pareil, les forfaits de téléphone. On peut vous faire payer des pénalités si vous êtes sur des engagements sur 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être. Forcément, si vous rompez le contrat avant la fin de votre engagement, vous allez avoir des pénalités, comme dans le mobile. Mais on ne peut pas vous refuser le changement. De même, les plateformes agréées ont l'obligation de faire ce changement de manière très transparente. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de rupture de service sur votre flux de facturation. Elles sont agréées, donc si elles ne respectent pas ces obligations, elles perdent l'agrément. Et donc si elles perdent l'agrément, elles perdent leur travail. Alors le rôle des plateformes agréées, on en a beaucoup parlé, mais c'est émettre, transmettre et réceptionner les factures électroniques. C'est extraire les données de facturation, de transaction et de paiement et les réceptionner pour les transmettre à l'administration fiscale, éventuellement automatiquement, comme on l'avait vu, si vous avez le service qui va bien. C'est gérer et transmettre le cycle de vie des factures, émises et reçues, le fameux cycle de vie, reçue, ouverte, refusée, validée, etc. Et puis c'est mettre à jour l'annuaire des destinataires pour le compte de ses clients. Donc pour vous, l'annuaire, c'est très transparent. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans l'annuaire et puis de vous renseigner à quelle plateforme vous êtes inscrit. C'est la plateforme qui le fait pour vous, dès que vous signez le contrat avec elle. Donc je vous le disais, les plateformes, elles sont agréées et elles sont immatriculées pour 3 ans renouvelables. On a créé un service dédié, un service qui est du côté de Lille, à peu près 30 agents qui s'occupent que de ça. L'agrément, les audits des plateformes, les éventuelles problématiques, attention, pas informatiques ni commerciales, mais les problématiques fiscales, c'est-à-dire voilà, s'il y a une mauvaise connexion entre les plateformes, etc. Il y en a un peu plus d'une centaine, je crois qu'elles sont 140 aujourd'hui immatriculées. Alors c'est énorme. Je pense qu'il y aura une consolidation du marché à terme. Je pense qu'il y aura des rachats, tout simplement. Mais bon, vous avez l'embarras du choix. 140 plateformes. Elles sont listées là aussi sur impôts.gouv. Donc vous avez la liste des 140 plateformes agréées. Si vous passez un contrat avec une plateforme qui n'est pas listée, c'est que vous n'êtes pas dans la réforme. Donc là aussi, faites attention. Comment choisir une plateforme? Quels sont les critères? Ça, c'est à vous de voir. C'est comme choisir une voiture. Ça dépend de ce dont vous avez besoin, ça dépend de ce que vous êtes prêt à y mettre, ça dépend des options que vous souhaitez. Il y a de tout. Honnêtement, sur les 140 plateformes, vous avez tout. Vous avez des plateformes bancaires, éventuellement, si vous avez des comptes bancaires. Je parle beaucoup de cette plateforme parce que c'est la première qui s'est un peu placée sur le marché, mais typiquement Collecto, qui est la plateforme du Crédit Agricole. Si vous avez des bonnes relations avec votre conseiller bancaire, pourquoi pas? Vous avez un bon prix en plus. Vous avez aussi Conto qui fait de l'offre freemium. Là aussi, si vous avez besoin, vous faites, je sais pas, 100 factures par an, pas besoin d'une offre payante, vos factures sont simples. C'est à vous de voir. C'est comme votre forfait téléphonique, c'est comme. Il y a la Banque Populaire qui a sa propre Vous êtes- plateforme qui s'agit rien. D'accord, Banque Populaire. Voilà. Ok, très bien. Plateforme Crédit Agricole, on les aime bien. Pardon, oui, non. Donnez-moi le nom de votre plateforme, comme ça j'en parlerai la prochaine fois. Ah, c'est gentil, merci. Je sais qu'il y a la Caisse d'épargne aussi qui a sa plateforme, je crois. Mais bon. Oui. Comment ça se passe quand on est sur une plateforme et que au bout de 3 ans, son agrément n'est pas renouvelé? On est informé? Bien sûr, il y aura une information, évidemment, et ce sera à vous d'aller reprendre un contrat avec une autre plateforme. Évidemment, la plateforme ne pourra pas commercialement continuer de vous vendre son service. Ça, c'est problématique purement légale, mais effectivement, vous serez informé, évidemment. Oui. Pardon. Pour le client qui reçoit une facture, lui-même étant pas assujetti à TVA, oui, a-t-il l'obligation de s'inscrire sur une plateforme? Non. S'il n'est pas assujetti à TVA, il n'est pas dans la réforme. Ni en tant que fournisseur, ni en tant que client. Non, pas assujetti à TVA, pas dans la réforme. Donc pas d'assujettissement à une plateforme agréée, etc. Est-ce qu'il va recevoir? Oui. Comment va-t-il recevoir les factures de son fournisseur? Comme aujourd'hui, par mail. Simplement par mail. Par mail, PDF. Sans passer par Non, pas de plateforme.
Ça ne change rien pour ceux qui ne sont pas assujettis, comme un particulier en fait. Alors, je pense aux professions libérales paramédicales ont-ils l'obligation de s'inscrire dans l'annuaire? Non. L'annuaire est lié à la plateforme électronique, et donc à cette obligation de rentrer dans la réforme. Si vous n'êtes pas dans la réforme, vous n'avez aucune obligation. Vous êtes hors champ. C'est-à-dire que ça vous concernerait presque même pas. Vous continuerez de recevoir des infos par mail, ou par le ticket de caisse quand vous allez au resto, ou peu importe. Mais vous restez comme un client particulier. C'est-à-dire comme vous et moi, en dehors de nos heures de travail. En cas de changement de plateforme, oui. Ils ont l'obligation de vous fournir le fichier archive de vos factures. Alors oui et non. En réalité, les plateformes n'ont aucune obligation d'archiver vos factures. Alors au-delà de quelques semaines, attention, c'est pas que vous ouvrez votre facture puis elle disparaît à tout jamais. Mais elles n'ont aucune obligation d'archiver. C'est un service qu'elles peuvent vous vendre en plus. Je sais certaines en vendent jusqu'à 10 ans, parce que l'obligation de conservation, ça vend jusqu'à 10 ans, mais ce n'est pas une obligation en tant que telle. En revanche, elles ont l'obligation d'éviter la rupture de service. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez une plateforme aujourd'hui, vous n'ouvrez pas vos factures, vous ne les téléchargez pas de toute la semaine, et puis lundi prochain, vous changez de plateforme agréée. Vos factures-là doivent vous suivre avec vous. Vous devez avoir en tout cas 6 mois, c'est ça l'obligation, c'est 6 mois pour pouvoir les télécharger et les récupérer. Au-delà de ça, après, c'est plus une obligation réglementaire. Excusez-moi, là, j'ai pas trop compris. Oui. La facture, donc elle est émise par notre fournisseur. Oui. Et normalement, elle va être transmise aux impôts. Oui. Mais la conserver, on la conserve comment? Si eux la conservent pas, il faut qu'on la télécharge en format PDF. Comme aujourd'hui. Exactement. En fait, on ne quitte pas le PDF. On a deux trucs en parallèle. Ben, ça dépend. Soit vous prenez le service parce que le cloud vous coûte trop cher, etc., votre cloud perso. Et à ce moment-là, la plateforme vous offre une conservation 10 ans. Et donc là, pour vous, c'est encore un coup, quoi. Ça dépend. Après, moi, je connais pas les offres commerciales. Sinon c'est comme aujourd'hui, comme par mail. Aujourd'hui, vous laissez pas votre facture dans un mail que vous allez perdre. Vous prenez, vous glissez. Pas plus compliqué que ça. Prendre et glisser. Et après, à vous de les conserver 10 ans, mais au moins, ça évite... le format reste le même. Vous avez du PDF au lieu d'avoir peut-être du papier éventuellement aujourd'hui. C'est pas une modification, c'est quelque chose en plus. C'est pas une modification. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? C'est quelque chose en plus. Éventuellement. Par rapport à aujourd'hui, ça simplifie. Pour moi, à mon sens, ça simplifie quand même. Parce que vous pouvez télécharger toutes vos factures d'un coup. Par exemple, vous voulez toutes les factures du mois de mai 2026. Vous appuyez sur le bouton, elles se téléchargent toutes. À vous après de les glisser sur votre cloud. Ça vous évite éventuellement de les scanner ou de les récupérer dans le mail, etc. Puis elles sont tous formatées selon le bon format de facture. Sur le titre. Continue. Alors. Voilà, je vous parlais des plateformes agréées qui sont les seules à vous faire rentrer dans la réforme. Elles ont un petit logo, si vous voulez les reconnaître. Petit logo à gauche, plateforme agréée avec République française en dessous, puisqu'elles sont agréées par l'État. Si vous souscrivez un contrat avec une entreprise qui n'a pas ce logo, éventuellement, c'est que vous n'êtes pas forcément dans la réforme. Faites très attention. Allez bien sur Apple.gouv pour vérifier que la plateforme est bien agréée, que vous contractualisez bien avec une bonne plateforme. Faites attention aussi au logo. Maintenant, on sait que les logos peuvent être détournés, donc faites moyennement confiance. Et à côté, vous avez solutions compatibles. C'est des solutions qui ne sont pas des plateformes agréées en tant que telles, mais vous offrent d'autres services. C'est-à-dire que par exemple, elles vont vous transformer votre facture PDF en l'ossérisant en format informatique compatible. Normalement, la plateforme agréée doit pouvoir le faire aussi. Je passe très rapidement sur les solutions compatibles, mais c'est des solutions qui sont autour de la réforme et qui ne vous permettent pas d'y rentrer. Vous l'avez dit. De toute façon, c'est du commercial, donc il y a forcément du parasitage, ça c'est sûr. Dès lors que... Donc si vous avez un logiciel de caisse qui est solution compatible, c'est-à-dire qu'il vous transforme tout en numérique, en format numérique, c'est pas pour ça que vous êtes sur une plateforme. Typiquement. Donc il y a ces deux solutions, une plateforme qui vous propose effectivement la facturation électronique, ou prendre une solution compatible de facturation électronique, mais il vous faudra prendre une plateforme à côté. Ça, c'est des choix aussi qui peuvent être financiers par rapport au logiciel que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Donc soyez vigilants, parce qu'encore une fois, il y a du parasitage. Alors le calendrier de déploiement.
Donc là, on est même après février, hein, on est rentré en phase d'expérimentation, notamment avec les grandes entreprises et les quelques plateformes qui ont été volontaires pour ça, pour avoir les premiers échanges de factures réels. C'est-à-dire que là, il y a quelques grandes entreprises en France qui échangent de manière quotidienne leur flux de facturation. Le but, c'est de vérifier que le format est bon et que les canaux sont bons. À partir du 1er septembre 26, c'est demain, hein, c'est 6 mois, c'est obligation de réception pour toutes les entreprises. Toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez jusqu'au 1er septembre pour vous trouver une plateforme, dès lors que vous êtes dans la réforme. Puisque dès le 1er septembre 26, vous devrez être en capacité de réceptionner ces mêmes factures. Or, pour les réceptionner, il faut une plateforme, forcément. Et qui va vous les envoyer, ces factures? C'est les grandes entreprises de France. Puisque ces grandes entreprises, elles rentrent en émission dès le 1er septembre. Donc les petites entreprises et les petites et moyennes, c'est 1er septembre, simplement réception. Pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, c'est émission et réception à la même date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que DF, Free, Orange, Populaire, éventuellement, vont vous envoyer leurs factures, non plus par mail, non plus sur votre espace, non plus, mais via une plateforme agréée. Si vous n'êtes pas en capacité de la réceptionner, ce n'est pas leur problème. Eux, leur facture, elle sera envoyée à une telle date, elle sera eurodatée, etc. Derrière, les pénalités pour retard de paiement, ils pourront vous les mettre. Vous ne pourrez pas opposer le fait que vous n'avez pas choisi de plateforme à la bonne date. Donc faites votre choix, hein, avant le 1er septembre 26. Et puis après, 1er septembre 27, pour moi, c'est moins un sujet, puisque vous aurez déjà tous une plateforme, c'est obligation d'émission pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si au 1er septembre 26, vous vous dites, finalement, la facture électronique, c'est bien pratique, ok, j'ai qu'une obligation de réception, mais en fait, j'ai envie de m'en servir pour aussi émettre. Vous pouvez très bien émettre vos factures au format électronique, hein, dès le 1er septembre 26. Ça, c'est à votre main. On ne pourra pas vous opposer le fait que vous l'avez envoyé par PDF avant, mais si vous avez envie de simplifier votre gestion, vous pouvez le faire. Ça va? C'est clair pour le calendrier? Donc gardez bien en tête tous, dès lors que vous êtes assujetti à TVA ou franchise, 1er septembre 26, il vous faut une plateforme. Dès le 1er septembre. Oui. Il y aura des tutos qui seront mis à disposition, un petit peu pour... Alors, oui, mais ça ne nous concernera pas vraiment, ce sera sur l'utilisation notamment de la plateforme, et ça c'est dans l'offre commerciale que vous aurez, ce sera aux plateformes de vous les donner. Une FAQ, un PARAPA, etc. L'administration fiscale, elle s'occupe de vous aiguiller sur notamment vos obligations fiscales, réglementaires, mais on n'intervient pas du tout dans le champ informatique, on n'intervient pas dans le champ commercial. Si vous avez un sujet avec votre plateforme, en dehors peut-être de manquement à ces obligations, on n'intervient pas vis-à-vis de votre plateforme. C'est votre responsabilité vis-à-vis de vous. En revanche, si vous avez connaissance de manquement de votre plateforme, manquement réitéré, oui, là, dans le cadre de l'agrément qu'on leur délivre, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à nous faire mention de tout ça. Les données sont hébergées où ces plateformes choisissent elles-mêmes? Parce que moi, je suis allé voir une plateforme. Oui. Avec leur site internet, c'était Amazon hébergé. D'accord. Alors, en termes d'hébergement, pour qu'elles soient agréées, ces plateformes, il faut déjà qu'elles répondent à des normes SecNumCloud, normes ISO, cloud souverain aussi européen, donc ça veut dire que, sauf erreur, elles doivent être hébergées en Europe. Maintenant, Amazon a sans doute des serveurs en Europe, donc elles rentrent dans la réglementation. C'est ça, exactement. Je sais bien, ouais. Je sais bien. Après, le fait qu'il y ait 140 plateformes au niveau de la sécurité informatique, c'est quand même, à mon sens, plutôt positif. Ça permet de faire court feu. C'est-à-dire que si une plateforme tombe et est hackée, le hacker a connaissance de 1/139e de flux de facturation français. Bien sûr, voilà. Mais bon, ça permet de sécuriser quand même les données. Les seuls qui ont connaissance de tout le flux de facturation, de toutes les données, c'est nous, c'est l'administration fiscale, sur nos serveurs. Donc gardez bien en tête, 1er septembre 26. Alors on parlait des obligations des plateformes, il y a aussi des sanctions. Évidemment, ce n'est pas des sanctions qui seront appliquées notamment auprès des entrepreneurs dès le 1er septembre. Vous vous doutez bien, il y aura beaucoup de bienveillance au départ. Mais il faut savoir que ça existe. Très rapidement, pour les entreprises, donc les assujettis, si vous ne transmettez pas vos factures au format électronique, c'est 50 € par manquement, par facture non émise, avec un maximum de 15 000 € par année civile. Pour les données de transaction, c'est 500 € par transaction avec un maximum de 15 000 €. Et puis si vous ne désignez pas de plateforme, c'est 500 € après mise en demeure. Et puis nouvelle amende de 1 000 € tous les 3 mois, qu'on répétera jusqu'à ce que vous choisissiez une plateforme. De l'autre côté, pour les plateformes qui ont, elles, leur agrément, c'est 50 € d'amende par facture non transmise
avec un maximum de 45 000 € au titre d'une même année civile. Et pour les données de transaction, c'est 750 € avec un maximum de 100 000 € par année civile. Il faut savoir que ça existe. De toute façon, dites-vous bien que si vous ne choisissez pas de plateforme au 1er septembre, EDF, Free, Orange, etc., la BNP, la Banque Pop vont vous faire rentrer dans la réforme volontairement. Hein. Je pense qu'à force de mettre des pénalités de retard, vous allez plutôt avoir envie de choisir une plateforme. Alors, l'accompagnement des entreprises. Le but, c'est vraiment d'être là pour vous, hein, surtout dans cette phase un peu préalable au choix des plateformes, c'est de vous expliquer la réforme, je vous l'expliquer là, et puis surtout de vous aiguiller sur le fait que vous avez le choix. Donc, évidemment, dans le département, vos services des impôts des entreprises sont là pour vous accompagner. Je suis là aussi, en deuxième niveau. Et puis, vous avez également sur impôts.gouv plein de rubriques. Je sais bien que c'est jamais très intéressant de s'y plonger, mais allez-y si vous avez encore des questions. Des rubriques qui sont très bien faites. Notamment, je passe à la facturation électronique. Vous avez des QR codes, des questions-réponses, pardon, des FAQ, vous avez des fiches pédagogiques. Et vous avez un petit questionnaire, 4 questions. Quelle entreprise vous êtes? Est-ce que vous êtes assujetti à TVA? Quelle est votre activité? Et en répondant à ces questions de manière anonyme, vous avez des réponses qui vous sont propres, singularisées. Très intéressant, si vous reste des questions. Et puis évidemment, on fait une campagne de communication. Vous avez peut-être entendu sur les réseaux, peut-être à la télé, dans les journaux aussi. On démarre la campagne de communication. Et puis donc au niveau local, hein, je vous l'ai dit, d'abord les SIE, hein, et puis les partenaires évidemment, hein, CCI, CMA sont là aussi pour vous accompagner, au même titre que les fédérations. On a des contacts très réguliers avec eux. Et puis là aussi pour mutualiser peut-être le choix de vos plateformes, les bons, les moins bons, n'hésitez pas à en parler avec eux. Moi j'en ai terminé. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? J'ai encore une petite question. Oui. Personnellement, j'ai des SCI et Oui. des SAS. Je ne dois avoir qu'une plateforme, il faudra avoir une plateforme par société. Vous pouvez en avoir qu'une, mais maintenant comme c'est à la maille sirène, ça peut être la même, vous aurez 2 contrats. Par définition. Un contrat par société. Exactement, par sirène. Ouais, tout à fait. Et donc 2 espaces différenciés. C'est plus simple. Vous avez d'autres peut-être remarques? Est-ce que vous avez des réactions? Moi, les remarques, oui, j'en ai plusieurs questions. S'il y a des bugs informatiques, oui, on ne reçoit pas nos factures. oui. Et Alors, faut faire quoi? Allô? Envoyez-moi le PDF? non, alors non, évidemment. Alors, il faut savoir que la Belgique et l'Italie sont déjà passés à la facture électronique, hein. Et l'Italie avec quelques difficultés, la Belgique beaucoup moins. Mais l'Italie a eu des ruptures de flux, des ruptures de services, parce qu'eux avaient fait le choix d'une seule plateforme. Une plateforme qui regroupe toutes les données de facturation. Donc forcément, quand la plateforme est tombée en rade, il n'y avait plus de flux de facturation pendant presque une semaine en Italie. Nous, on a quand même un peu moins ce sujet-là, parce qu'on a 140 plateformes, et donc le flux par plateforme sera beaucoup plus faible. Parce qu'on parle quand même de 4 milliards de factures par an. 4 milliards avec le nombre de données que comporte chaque facture, on a un peu plus de 100 milliards de données par an. Sauf que ce flux, il est encore une fois découpé en 140 plateformes. Donc, normalement, les plateformes sont en capacité de réceptionner ces informations-là. Maintenant, effectivement, le bug informatique peut exister. Il faudra prendre son mal en patience. C'est-à-dire attendre, et puis au moment où le service sera rétabli, à ce moment-là, reprendre le flux de facturation. Maintenant, dites-vous bien que s'il y a des ruptures de service sur une même plateforme plusieurs fois dans l'année, je pense que l'agrément risque de sauter. Et donc pas d'intérêt à ça non plus. Et ça ne me concerne pas, mais je vous la pose parce que c'est pas mal déjà. On choisit une plateforme. Moi, je reçois les factures. Est-ce que je vais payer mon abonnement à cette plateforme? Est-ce que je vais payer aussi par facture? Alors, ça encore une fois, c'est l'offre commerciale. Je ne veux pas... je ne sais pas si vous avez peut-être une offre commerciale déjà en place. Peut-être que vous pouvez. À la banque. Elle existe, c'est toute récente, je ne peux pas Oui. mais c'est bien résumé. C'est chaque cas est différent. Ça a la solution gratuite, donc avec un nombre déterminé de factures et des services dédiés à une offre, 4 autres offres payantes, où on peut intégrer des solutions paiement à l'intérieur et jusqu'à 500 factures mensuelles. Donc c'est vraiment du cas par cas. En fait, je vais voir votre CV, je n'hésite pas. Ouais, donc faut. Il y a certaines Il y a plateformes. la solution gratuite qui va fonctionner potentiellement la partie de D'accord. si vous voulez, la production de paiement, ça télécharger la facture, de la noter,
comprends les impôts, c'est plus contre le grand banditisme à la TVA, mais j'ai l'impression, moi, en toute petite entreprise, d'être le dindon de la farce parce qu'il va falloir que que je paye. Si mon logiciel de caisse n'envoie pas, il va falloir que j'en prenne un autre. Suivant ma banque ou ma comptable, parce que vous dites oui, la comptable ne peut pas vous obliger, mais moi je ne vais pas aller étudier les 180 et quelques. Donc si la comptable dit c'est mieux, celui-là, Maintenant, en termes d'offres commerciales, je ne citerai pas la partie plateforme du coup, mais il faut savoir qu'une plateforme a déjà dégainé. Alors, Quanto aussi en freemium, je crois, mais hors freemium, une plateforme a dégainé déjà avec des offres à 0 € en dessous de 150 factures par an. À prendre avec beaucoup de pincettes, mais de tête. Et au-delà, c'est 9,99 par mois. Voilà, ça vous donne à peu près le coût en fonction de votre flux de facturation. 9,99 par mois, bon, une centaine d'euros en plus par an, grossièrement. Avec quand même, là, cette fois, sur l'offre payante, quand même des services de bonne qualité pour une entreprise de taille tout à fait modeste. Moi, je trouve que, et c'est très personnel, et encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais la fraude à la TVA, c'est en France entre 12 et 15 milliards d'euros par an. On aurait pu, et c'est ce qui avait d'ailleurs été dans les tuyaux il y a quelques mois, mettre une imposition en plus sur les entreprises, ou les particuliers, et ou d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le choix d'éviter cette solution-là. Il ne faut pas se le cacher, la facture électronique va permettre d'avoir du rendement fiscal. On estime le rendement à 6 milliards, à peu près, au bout de 2 ans. 6 milliards en plus dans les caisses de l'État pour un coût par personne qui est, en fonction, encore une fois, du flux de facturation, qui sera inférieur à 100 €. Je trouve qu'en tant que bon contribuable, pourquoi pas. Mais je prêche encore une fois un peu pour ma paroisse. Mais voilà, le coût n'est pas non plus, à mon sens, faramineux. Pour les gains, là aussi, moi j'en suis convaincu de productivité. Vous n'avez plus à vous poser la question, encore une fois, ma facture est-elle arrivée? Vous n'avez plus à vous poser la question de est-ce que l'adresse mail est la bonne? pas toutes ces questions. Vous avez de la chance. Enfin, oui, parce que je suis une petite structure, mais je suis peut-être je sais pas, je pense que je suis un peu au-dessus de 150 € de facture reçue par an. Oui. Mais moi, je veux dire, j'aime bien, je cherche pas mes factures, je ne pas, je range bien, je suis, voilà. Mais je vous félicite, vraiment, et sincèrement. Franchement, ça, ouais. Moi, j'ai plus l'impression que pour le moment, ça va mettre une charge en plus. Parce que je suis une toute petite structure et voilà, je peux comprendre les grandes entreprises. Moi, je pense que pour toutes les petites entreprises, ça va être une charge en plus de temps au début. Et de soucis. De soucis, ouais. Je peux l'entendre. Il y aura sans doute un coût à l'entrée, effectivement. Un coût à la fois financier et intellectuel. Le fait d'avoir déjà un logiciel de facturation, Indy, Abi, Henri, etc. Ils vont déjà proposer une plateforme gratuite, non? Sans doute. Je crois qu'Abi en a déjà proposé une, d'ailleurs est agréé en partie, à prendre avec des pincettes, mais de tête. Effectivement, après ce sera, soit ils le font en freemium et donc ils vous intègrent automatiquement. Ils vous font signer quand même le petit papier dont je vous ai parlé, mais ils vous intègrent et puis pour vous c'est très transparent. Soit ou alors, ça encore une fois, commercialement je ne sais pas comment ils vont le présenter, soit alors ils vous font payer un petit supplément et vous rentrez. Mais ce sera sans doute gratuit, effectivement. Quanto, encore une fois, c'est ce qu'ils font. Ils avaient déjà une belle masse, notamment d'auto-entrepreneurs. Sur Quanto, ils les ont fait rentrer dans la plateforme. Enfin, ils leur proposent en tout cas d'intégrer la plateforme qu'ils ont créée, qu'ils ont agréée. Oui. Dans le cas d'une personne privée qui a installé des panneaux photovoltaïques sur son toit de taille suffisamment grande pour être soumise à la TVA, est-ce que cette personne a l'obligation de s'inscrire dans l'annuaire Par définition, oui. Puisqu'encore une fois, peu importe le mode d'exploitation, peu importe l'activité, peu importe, vous ne vous intéressez à rien d'autre que l'assujettissement à TVA. Et effectivement, dès lors qu'il y a de la vente DF pour un montant relativement important, que c'est plus de l'autoconsommation, effectivement, il y a de la TVA et donc il faut intégrer la plateforme. Mais pour rien, finalement, l'offre freemium s'adaptera parfaitement. Vous allez avoir 3-4 factures par an, peut-être 12, allez, si vous faites une facture par mois. 2, une, ben voilà, une facture par an, vous avez une plateforme, ça ne vous coûte rien. Mais je veux mettre une deuxième couche, les professions libérales, paramédicales par exemple, qui n'ont ni TVA récupérable, ni TVA sur la facturation, ne vont pas s'inscrire ni à la plateforme, ni à l'annuaire. Non, absolument pas. Pour elles, c'est comme des consommateurs particuliers, elles n'ont rien à faire. C'est très transparent. Oui. J'en reviens au logiciel.
moi j'ai vu quelque chose d'assez fantastique, assez merveilleux, c'est fonctionner l'ensemble de l'écosystème ensemble. C'est-à-dire, bon pour le coup c'était restaurateur, donc il y avait un logiciel de caisse, il y avait le logiciel comptable, il y avait la banque, donc le logiciel de paiement, et tout ça fonctionnait ensemble. C'est-à-dire que la personne, alors pour le coup c'était avec un particulier, mais c'était sur un repas, hein, hop, on note le repas sur la table, la personne paye, automatiquement ça impacte la comptabilité parce que le logiciel caisse est raccordé, et ce logiciel de caisse envoie également le reporting de transaction, l'impact automatiquement. D'autre part, monsieur de la banque a l'air de partir, mais pour le logiciel de paiement, là aussi vous rentrez votre facture, enfin vous recevez votre facture dans la plateforme agréée. La plateforme agréée elle est connectée à votre banque. Elle vous propose de payer la facture automatiquement, parce que par définition il y a l'ORIB sur la facture. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton, et pouf, le paiement se fait automatiquement, avec un bouton. Et ça vous permet aussi, en le raccordant à votre logiciel de banque, d'avoir un un prévisionnel de trésor à 1 ou 2 mois. Vous savez, avec le niveau de trésorerie que vous avez là, les factures émises, les factures reçues, quel est votre niveau de trésorerie à quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Moi je trouve ça assez fantastique en termes de gestion. Effectivement, ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Des petites entreprises, effectivement, ont peut-être un peu moins d'intérêt là-dedans. Mais dès lors que vous atteignez une taille relativement critique, c'est assez intéressant. Et on peut imaginer effectivement un système qui est globalement connecté. La caisse, la banque et le logiciel. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que pour les collectivités territoriales, Chorus Pro sera plateforme de démission et de réception des factures électroniques? Oui. Alors, pour les entités publiques assujetties à TVA, alors même c'est pas partiel redevable. Ouais, c'est ça. Eh ben, exactement. Donc, Chorus, ce sera très transparent pour vous, puisque votre logiciel à vous, ordonnateur, sera appairé comme aujourd'hui sur Chorus. Sauf que là, il le sera aussi pour votre flux de facturation TVA, tout simplement. Et donc, pour vous, ce sera comme aujourd'hui, vous émettrez des titres et des mandats. Enfin, vous recevrez les mandats, vous émettrez les titres, mais de manière transparente, ça s'impactera automatiquement chez vous. Et pour ce qui est des titres de recouvrement, c'est la pairie ou c'est la trésorerie qui... SGC, ben voilà. Le SGC, lui, passera par le PSASA, le PSDGFI. Et donc, via Chorus, on verra automatiquement le flux de facturation de l'entreprise. C'est très transparent pour vous. Simplement, il faut juste que votre logiciel Ordo soit à niveau. Et oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Ouais. Compatible. Ok, très bien. Et vous, par contre, vous rentrez dans l'obligation de démission et de réception dès le 1er septembre 26. Vous, c'est dès 26 que vous devez aller. Très bien. Alice, Colline, très bien. Oui. Donc en tant qu'entreprise, on aura notre plateforme. Oui. Est-ce qu'il y aura des passerelles avec Chorus Pro? Les factures aussi. Bien sûr, ce sera à nouveau très transparent. Du coup, on n'en a qu'une. Que par la plateforme qu'on aura choisie. Oui, exactement. Vous n'avez plus à rentrer dans Chorus pour rentrer vos factures. Vous appuyez sur le bouton, comme si c'était une entreprise privée en fait. Vous appuyez sur le bouton pour envoyer la facture, elle partira automatiquement à Chorus et elle sera intégrée automatiquement dans la comptabilité de l'ordre. On voit les intégrations des intérimaires aussi. Pour les hôpitaux notamment. Non, pas forcément. Oui. Alors après ça, je le dis aussi, ça me fait rebondir si vous avez un petit peu de temps, sur les délais de paiement. On le sait, dans le BTP notamment, il y a des grosses problématiques de délai de paiement. Et les petits sous-traitants n'osent jamais, pour pas dire rarement, demander aux gros comme Bouygues, etc., Eiffage, le paiement des intérêts, de retard. Et demain, comme nous on aura la vision sur le flux de facturation global, la dette, notamment sous la préfecture, pourra éventuellement mettre une amende d'office. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche ces entreprises-là de demander les intérêts moratoires, c'est qu'elles ont peur de ne plus être prises en tant que sous-traitantes des grosses boîtes. Demain, ce sera l'État qui fera la note. C'est l'idée, effectivement. Pourquoi pas sur la sphère publique aussi. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Et puis n'hésitez pas.